série du bilan des 5 ans de la présidence du général d'armée Assimi Goïta se poursuit. Ce soir, nous allons vous parler des acquis et perspectives des départements de l'environnement et celui de l'urbanisme. Si le premier en 5 ans a engagé une lutte sans merci contre la dégradation des terres et le dragage des cours d'eau, il s'est aussi magnifié dans sa quête d'assainissement par le curage des kilomètres de caniveaux à travers le pays. Quant à l'autre ministère, ces grandes réformes ont pour nom la sécurisation foncière et la modernisation de la gestion foncière et de l'habitat. Mamadou Fane Ousmane Dao nous en diront plus dans ce journal. Les jeunes et femmes de Koulikoro et de Bougouni soutenus, particulièrement ceux évoluant dans les chaînes de valeur agricoles climato-résilientes et sobres en carbone, ils viennent de bénéficier de plus de 44 milliards de francs CFA à travers le projet d'appui au renforcement de la résilience des communautés de base, un financement de la Banque africaine de développement BAD. Nous ferons un saut en Zambie où il est question de la réduction des ressources financières et des réformes à l'OMS avec le ministre de la Santé et du Développement social. Aussi, la diaspora malienne de Lusaka s'informe de l'actualité du pays, un échange franc et direct afin de les rassurer sur les missions du gouvernement au service de tous les Maliens. Nos envoyés spéciaux sont Koumba Sissé et Barakou Maïga. Vendredi 29 août, mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous suivre. Le nouveau représentant du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés au Mali, UNHCR, reçu à la primature une visite de courtoisie qui lui a permis de saluer la bonne collaboration avec notre pays et de réaffirmer l'engagement du HCR aux côtés de nos autorités. Le Premier ministre, le général de division, Abdoulaye Maïga, a par ailleurs invité le nouveau représentant, Pierre Camara, à prendre en compte les priorités humanitaires de la Confédération des États du Sahel, AES. On l'écoute à sa sortie d'audience au micro de Mamari Koné et Aliou Touré. C'est une audience qui nous a permis de réaffirmer toute notre reconnaissance pour l'excellence de la collaboration et la coopération entre l'UNHCR et le Mali, qui date de plusieurs années, et en faveur des réfugiés en provenance de plusieurs pays, et aussi de faire le point de la situation des réfugiés actuels qui sont arrivés depuis quelques mois et qui nous préoccupent, et également d'envisager toutes les solutions immédiates, mais également les solutions sur le long terme. Et d'envisager également la participation du Mali à la 76e session du comité exécutif de l'UNHCR. Monsieur le Premier ministre a également mentionné l'importance pour l'UNHCR de s'inscrire dans les priorités du gouvernement, mais également dans les priorités humanitaire de l'espace AES. Nous avons affirmé également notre engagement à cela et que nous nous inscrivons parfaitement bien dans cette lignée. Donc j'ai reçu le soutien de Monsieur le Premier ministre pour ma mission, la mission qui m'a été confiée par Monsieur le Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés. Et je suis confiant que la coopération ne peut que s'améliorer avec tous les ministères avec lesquels nous travaillons au quotidien, mais également avec tout le soutien de Monsieur le Premier ministre. Continuons avec le chef du gouvernement, direction le centre de formation des collectivités territoriales où se tenaient les travaux de la 35e session ordinaire du conseil d'administration de l'Agence nationale d'investissement des collectivités, ANICT. Il y ressort que sur les 71 activités inscrites, 58 ont connu un début d'exécution pour le président de séance. Ces actions sont à droite ligne de la vision du président de la transition et surtout en conformité avec l'axe 3 du programme d'action du gouvernement 2025-2026. Retrouvons Mamari Koné et Aliou Touré. Pour cette 35e session ordinaire du Conseil, les administrateurs de l'ANICT planchent sur les résultats des travaux de 2 sous-commissions, à savoir la sous-commission compte et budget et la sous-commission suivi et évaluation.
Elle donne aussi l'occasion d'analyser l'état de mise en œuvre des résolutions et recommandations de la dernière session en vue de rendre plus efficace l'outil d'appui financier au processus de décentralisation dans notre pays. C'est une évaluation à mi-parcours qui nous permet de voir le budget qui a été validé en début d'année, qu'est-ce qui a été fait, quelles sont les leçons qu'on peut apprendre pour réajuster afin que l'outil qui accompagne la décentralisation soit plus efficace dans ces interventions. Déjà, les sous-commissions ont donné pratiquement leur approbation pour la plupart des documents de gestion que nous les avons soumis. Le plus important, c'était le compte de gestion, parce que c'est un devoir de redevabilité vers le gouvernement et vers la population. On nous a confié des ressources, nous avons géré selon les standards qu'il faut, et le rapport du commissaire au compte est venu ATE et les administrateurs ont analysé. Le premier semestre de l'année 2025 a été marqué par le démarrage des activités inscrites dans le cadre du plan de travail et son budget annuel. En droite ligne de la vision de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, et en exécution de l'axe 3 du programme d'action du gouvernement, à savoir la satisfaction des besoins fondamentaux des populations, l'ANICT a initié et réalisé plusieurs investissements au profit de la population depuis l'approbation de son budget 2025. Ainsi, sur les 71 activités inscrites dans son plan de travail et son budget annuel, 58 activités ont connu un début d'exécution au premier semestre 2025. C'est dans ce cadre que l'ANICT a mené plusieurs actions d'envergure. En effet, à mi-parcours cette année, nous pouvons d'ores et déjà citer, au titre des réalisations, la réalisation des marchés modernes à Bla pour un montant de 750 millions de francs CFA, la pose de la première pierre du marché de Parana dans la région de San pour un montant de 815 millions de francs CFA, la construction en cours d'un marché à Barawili pour un montant de 775 millions de francs CFA, la construction de 2 CESCOM à Kassela et Tabakoro dans la région de Koulikoro pour un montant total de 300 millions de francs CFA, la construction de la gare routière de Diema pour un montant d'1,242,180,369 francs CFA, la construction du marché de Yélimane pour un montant de 726,876,618 francs CFA. Ces investissements contribuent incontestablement à améliorer les conditions de vie de nos populations en milieu urbain et rural et témoignent de la volonté constante des plus hautes autorités d'offrir à chaque Malien un cadre de vie digne et fonctionnel. Le président du conseil d'administration a invité l'ANICT à prendre en compte les analyses, commentaires et observations des administrateurs afin de diligenter la mise en œuvre des activités de la structure et d'améliorer la gestion du FNAC, Fonds national d'appui aux collectivités territoriales. Le programme de travail budgétisé annuel approuvé lors de la 34e session s'élève à un peu plus de 39 milliards de francs CFA, dont 1,839 milliard pour le budget de fonctionnement de l'ANICT. Un tour au CICB, à l'agenda du président du Conseil national de transition. Cette visite du gouverneur du district 403A1 de Lions Club International avec sa forte délégation. L'un des moments forts de la rencontre a été la remise d'une distinction au président Malick Diaw. Il a désormais le rang de lion d'honneur, une distinction qui salue son engagement pour une gouvernance tournée vers le développement. Tamsir Diabaté était sur place pour nous faire vivre cette audience, pas comme les autres. Il y a des distinctions qui décorent une veste et d'autres qui marquent l'histoire. Aujourd'hui, c'est la reconnaissance de l'engagement, du sens élevé du devoir et d'une vision humaniste d'un homme. Malick Diaw, président du Conseil national de transition, entre ainsi dans le cercle restreint des lions d'honneur du Lions Club International, un symbole fort, là où l'action sociale croise la reconnaissance mondiale. Il fait de vous un lion aujourd'hui, un lion d'honneur. Mon général, je vous adresse mes remerciements et mes félicitations pour votre leadership visionnaire et inspirant dans tous les domaines de la transition, pour
le bonheur du peuple malien. Une reconnaissance qui salue le leadership de Malick Diaw, mais surtout son engagement sans faille envers les personnes en situation de handicap. Il le mérite, parce qu'en réalité, il est lion, c'est un lion dans l'âme, parce que il fait beaucoup de choses. Tout ce qu'on fait vers les populations démunies, les populations désireuses, les populations déshéritées, nécessiteuses, c'est du lionisme. Lors de cette audience élargie, les discussions ont également porté sur les besoins du Mali en matière d'aide au développement et les axes prioritaires pour renforcer l'accompagnement social à travers les structures étatiques, notamment dans le domaine de la santé. Comme nous œuvrons en accompagnement de nos États, nous intégrons les politiques nationales de développement socio-économique. Le Mali peut s'attendre à beaucoup de choses. Mais il faudrait que les autorités nous conçoivent, nous élaborent et nous ficellent des projets structurants que le Lions International va financer. En retour, le Lions Club International a vu l'un de ses nouveaux gouverneurs, celui du district 403A1, recevoir le titre honorifique d'ambassadeur du Conseil national de transition. Un geste fort scellé par l'offre d'une œuvre symbolique de l'histoire et du patrimoine malien, celle de la porte d'entrée de la ville des 333 saints. Très heureux, très content et motivé davantage pour œuvrer pour l'intérêt bien compris de nos populations. C'est vraiment une distinction mais extraordinaire et j'en suis ravi. Lion d'honneur pour les uns, ambassadeur pour les autres. Cette rencontre marque surtout une volonté partagée, celle de bâtir un Mali plus solidaire, plus inclusif où chaque geste humanitaire devient un acte de développement. Un mot de cette conférence de presse organisée par le médiateur de la République. Elle se tient au lendemain de la présentation de ses rapports d'activité 2023 et 2024 au chef de l'État. Il y ressort de ces constats que les services du médiateur de la République ont accueilli, écouté et orienté 6074 personnes en 2023 contre 11 693 en 2024. Les questions foncières et d'orpaillage sont parmi les objets des réclamations. D'autres détails avec Aoulusseini Touré. Le médiateur de la République est une autorité administrative indépendante qui sert d'interface entre l'administration et les administrés réclamant des réparations. Il utilise comme arme la conciliation. De ce fait, il contribue à la transparence de l'action de l'administration et l'amélioration de ses relations avec les usagers. La communication de ces jours porte sur les réalisations de 2023 et 2024. En termes d'accueil en 2024, nous avons accueilli 11 693 usagers. Et les réclamations et les interpellations aussi en grand nombre. Bon, 2023, là, c'était 6 074 usagers. Et en 2024, c'était 11 693 usagers, presque le double. Plusieurs personnes ont été écoutées, mais en fin de compte, ne sont retenues que les dossiers jugés consistants. Parmi les sujets les plus récurrents figurent les questions domaniales et foncières, la protection sociale, la justice, les marchés et contrats, l'éducation, les litiges privés. L'orpaillage prend de plus en plus de l'importance car détruisant et expropriant les villageois. Les principales thématiques concernent d'abord la gestion domaniale et foncière qui vient en tête de liste. Bon, ensuite, suivi aussi des difficultés d'accès aux documents administratifs, notamment pour les Maliens de la diaspora. Bon, ensuite, il y a l'inexécution des décisions de justice. Et ensuite, il y a le non-paiement des factures des différents prestataires de l'État. Un grand nombre de nos concitoyens m'avaient saisi par rapport à l'orpaillage. Parce qu'ils bon, utilisent de plus en plus des produits chimiques qui altèrent la flore et l'environnement. Donc pour des problèmes de santé, il est temps que l'État prenne quand même des décisions par rapport à ces orpailleurs. Au total, 6 074 personnes ont été écoutées et orientées en 2023 contre 11 693 en 2024.
Les jeunes femmes de Koulikoro et de Bougouni, soutenues particulièrement ceux évoluant dans les chaînes de valeurs agricoles climato-résilientes et sobres en carbone. Ils viennent de bénéficier de plus de 44 milliards de francs CFA à travers le projet d'appui au renforcement de la résilience des communautés de base. Un financement de la Banque africaine de développement, la BAD veut ainsi contribuer au renforcement de la résilience des populations par l'amélioration de l'employabilité. La cérémonie a été présidée par le ministre de l'Agriculture, Daniel Siméon Kelema, en présence du gouverneur de la région de Koulikoro, le colonel Lamine Kapouri Sanogo. Djemba Moussa Konaté pour le compte-rendu. Financé à plus de 44 milliards de francs CFA par la Banque africaine de développement BAD, le projet d'appui au renforcement de la résilience des communautés de base par CB intervient dans 8 cercles des régions de Koulikoro et Bougouni pour une durée de 5 ans. À travers cette initiative, nous espérons voir des moyens de subsistance renforcés et diversifiés, des filets de protection sociale mieux structurés et une meilleure gouvernance locale, une solidarité accrue. Le lancement de ce projet n'est pas seulement une cérémonie symbolique, c'est le point de départ d'un partenariat renouvelé, porteur d'espoir et de résultats concrets. Ce projet qui vient d'être lancé comprend 2 composantes. Il s'agit du développement des infrastructures de production, de transformation et de commercialisation. La deuxième composante est le renforcement de la résilience par le développement de l'entrepreneuriat et des chaînes de valeur agricoles climato-résilientes. Notre politique de développement agricole prône la promotion d'une agriculture durable, moderne et compétitive reposant prioritairement sur les exploitations familiales agricoles à travers la valorisation maximale du potentiel agroécologique et des savoir-faire agricoles et la création d'un environnement propice au développement d'un secteur agricole structuré. C'est à ce prix que nous pouvons garantir la souveraineté alimentaire et faire de notre secteur agricole le moteur de l'économie en vue d'assurer le bien-être de nos populations. À ce jour, le portefeuille actif du groupe de la BAD en cours au Mali est de 21 projets, dont 20 du secteur public et 1 du secteur privé. Enseigne de la présidence du général d'armée Assimi Goïta, la série du bilan des acquis et perspectives des départements se poursuit. Jetons un œil sur ceux de l'environnement, de l'assainissement et du développement durable. Ces politiques sont définies en 5 axes structurés avec 18 objectifs à atteindre. En 5 ans, le département a engagé une lutte sans merci contre la dégradation des terres et le dragage des cours d'eau. Il s'est aussi magnifié dans sa quête d'assainissement par le curage des kilomètres de caniveaux à travers le pays. Le ministère a aussi restauré des milliers d'hectares de terres, procédé au reboisement de plus d'1 million de plantes et le recrutement de plus de 200 agents des eaux et forêts. Le commentaire est signé Mamadou Fani. Le ministère de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable prépare et met en œuvre les politiques nationales dans les domaines de l'environnement et de l'assainissement et veille à la prise en compte des questions de développement durable. Sous la supervision du président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, il veille à la prise en compte des questions de développement durable. Ces 5 dernières années, le département s'active à mettre en œuvre les politiques sectorielles qui sont au nombre de 5 structures autour de 15 objectifs. Ces 5 politiques sont la politique nationale forestière, la politique d'assainissement, celle en matière de changement climatique, des zones humides et de la politique de protection de l'environnement. Dans le cadre de la sauvegarde du fleuve Niger, on peut citer entre autres acquis la mise en œuvre du projet de réhabilitation économique et environnementale du fleuve Niger, la préparation du projet de restauration des terres dégradées et sa mise en œuvre, la réalisation d'une 60aine de missions de constatation et de surveillance dans le cadre des agressions subies par le fleuve Niger avec déguerpissement de dragueurs, saisie
d'équipements et arrêt des travaux illicites de construction ou d'aménagement selon les cas. S'agissant de la conservation des eaux et des sols au niveau de la Direction générale des eaux et forêts, on peut retenir entre autres l'érection de la Direction nationale des eaux et forêts en Direction générale des eaux et forêts avec démembrement, le reboisement de plus de 80 000 hectares de plantations, la production de plus de 78 millions de plants, la récupération de plus d'1 million de terres, le renforcement de la gestion des ressources forestières à travers l'adoption de plusieurs lois, le recrutement massif de 290 agents des eaux et forêts composés d'ingénieurs, de techniciens et agents techniques. Sur la tracée de la Grande Muraille Verte, 70 sous-projets communautaires en matière de gestion durable des terres et de l'eau sont en cours de réalisation sur une superficie de plus de 2000 hectares avec plus de 53 000 bénéficiaires dont plus de 28 000 femmes. Quant au contrôle des pollutions et des nuisances en matière de gestion des risques d'inondation et des maladies d'origine hydrique, le curage de 710 km de collecteurs, l'évacuation de plus de 2 millions de mètres cubes de déblais de curage, d'études techniques et environnementales des travaux d'aménagement des collecteurs de Tienkolé en commune 1 et Wewanko en commune 4 du district de Bamako sur financement de la KfW. Dans le cadre des changements climatiques et le développement durable, des résultats satisfaisants ont été obtenus, notamment l'organisation régulière de la quinzaine de l'environnement, un grand rendez-vous national de sensibilisation et de mobilisation citoyenne, la finalisation de la stratégie nationale de financement de l'environnement adoptée par le Conseil national de l'environnement et validée en réunion interministérielle en 2021. Le lancement du processus de révision de la contribution déterminée, le financement de 17 projets locaux par le Fonds Climat Mali pour un montant de plus de 7 milliards de francs CFA couvrant 17 cercles et 113 communes. Tous ces acquis réalisés sont à mettre à l'actif du département de l'environnement sous le leadership du président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. Oui, au Mali, depuis 5 ans, les réformes dans le domaine de l'urbanisme sont principalement axées sur la sécurisation foncière et la modernisation de la gestion foncière et de l'habitat. Elles visent à renforcer la sécurité des droits de propriété par le biais du titre foncier en mettant fin à la multiplicité des acteurs et des actes d'attribution de terres ainsi que l'amélioration de l'environnement urbain et la promotion des constructions durables et adaptées aux conditions locales. Voyons avec Ousmane Dao les grandes réformes du ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat, des domaines de l'aménagement du territoire et de la population. Depuis la rectification de la transition, le ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat, des domaines de l'aménagement du territoire et de la population a résorbé beaucoup de litiges fonciers grâce à la mise en place de réformes, notamment via l'amélioration de la gestion cadastrale, l'attribution de numéros d'identification uniques aux parcelles et la clarification des droits de propriété dans le but de bâtir des sociétés plus durables et de stimuler l'économie. Le ministère a entrepris des réformes majeures sous l'impulsion du président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. Ces réformes vont de l'accès au logement, la propriété foncière ainsi que la modernisation urbaine et territoriale. Pour ce faire, le ministère a mis en place des mesures pour alléger les charges foncières liées à l'acquisition des terrains en diminuant le prix du mètre carré et en accordant des réductions aux détenteurs des titres fonciers. Dans ce cadre, une ordonnance a même été adoptée pour encourager la transformation des titres fonciers, désormais considérés comme la seule forme de propriété reconnue par la loi au Mali. Autre acquis, la création des services déconcentrés de la Direction générale des domaines et du cadastre pour rapprocher les services des citoyens afin de faciliter les démarches administratives. Aussi, l'élaboration en cours d'une nouvelle politique urbaine nationale qui met l'accent sur le logement avec le nouvel agenda urbain et l'agenda 2030. Il faut aussi noter la mise en œuvre des programmes Ville sans bidonville et le projet de Ville plus sûre visant à améliorer les conditions de logement et à lutter contre l'insalubrité urbaine. Le ministère a aussi adopté un logiciel de gestion électronique des courriers pour améliorer l'efficacité administrative. Ces réformes incluent l'élaboration du nouveau code domanial et foncier, des textes de réhabilitation des quartiers spontanés et des textes sur la promotion immobilière et foncière.
L'objectif principal est d'assurer la sécurité foncière des occupants, d'améliorer l'environnement urbain et de faciliter l'accès à la propriété, avec des mesures qui sont prises pour sécuriser les droits fonciers des habitants, d'où la réhabilitation des quartiers spontanés. Des textes spécifiques sont en préparation pour mieux encadrer le secteur de la promotion immobilière, pour favoriser le développement urbain plus organisé et durable. Depuis la rectification de la transition, les autorités du Mali ont mis au cœur de leur politique le malien, et toutes ces réformes témoignent de la volonté de l'État malien d'adapter les politiques aux réalités urbaines et démographiques du pays et de garantir un accès équitable au logement et à la propriété foncière pour tous. Elles s'inscrivent également dans une démarche plus large de modernisation de l'administration malienne et de développement urbain durable. À suivre ce soir à partir de 21h30 dans nos programmes, le deuxième numéro de Gouvaction. C'est une production du Centre d'information gouvernementale du Mali, Sigma, en collaboration avec l'ORTM sur les réalisations et actions concrètes du gouvernement. Gouvaction, c'est à 21h30 avec une présentation de Famoussa Sidibé en français et Idrissa Sidibé en bamanankan. Hors de nos frontières, à Lusaka, en Zambie, séjourne le ministre de la Santé et du Développement social. Je vous rappelle que Madame le ministre prend part à la 75e session du comité régional de l'OMS où notre pays occupe depuis peu le poste de deuxième vice-président. Madame le ministre de la Santé et du Développement social avec ses homologues échange sur la réduction des ressources financières et les réformes au sein de l'OMS. Je vous propose de l'écouter au micro de nos envoyés spéciaux Kumba Sissé et Barakou Maïga. La pérennisation de cette rencontre, nous y adhérons. Nous avons vu les réformes en cours aussi qui nous accepteraient que nous prenions en compte. Le Mali, en fin d'année 2024, nous avons fait les états généraux de la santé avec une planification sur 10 ans sous l'impulsion de nos plus hautes autorités. Et au mois d'août, nous avons lancé avec l'OMS le cadre de concertation entre le ministère de la Santé et l'OMS et qui va se faire tous les 3 mois. Ce cadre vise à renforcer la coordination, le suivi de l'engagement, la synergie d'action dans le secteur de la santé. Pendant la première rencontre, on a fait l'exposé de tous les points qui devaient être faits. Il y a eu la sollicitation de renforcement des appuis en matière de maladies non transmissibles et préparation aux urgences et la prévention des inondations, l'amélioration de la méthode de communication en matière de promotion de la santé et le renforcement de l'OMS dans les aspects de santé environnementale comme la toxicologie et l'exposition aux produits chimiques. La nécessité de faire des recherches opérationnelles et l'efficacité de la mise en œuvre de la surveillance de la base communautaire. Et en marge de ces rencontres, la patronne du département de la santé et du développement social a rencontré la diaspora malienne de Lusaka à travers un échange franc et direct. Cette dernière s'informait de l'actualité du pays, notamment celle des FAMA et des missions du gouvernement au service de tous les Maliens. Retrouvons nos envoyés spéciaux Kumba Sissé, Barakou Maïga. Conformément à la vision du président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, de ne laisser aucun Malien de côté, le colonel Assaba Diallo Touré a rencontré les Maliens résidant en Zambie. L'occasion a été saisie pour présenter la mission et les avantages de l'Institut national de prévoyance sociale. L'État malien a décidé de poursuivre l'extension de la couverture sociale. Nous avons trouvé que ici, le régime zambien admet que des étrangers soient affiliés à ce régime pour qu'ils puissent bénéficier au même titre que les Zambiens des prestations sociales. Et nous avons trouvé des gens très attentifs qui nous ont écoutés, qui nous ont posé des questions très pertinentes auxquelles on a répondu. Et il se trouve aussi que certains sont intéressés à pouvoir continuer l'affiliation au Mali. Exemple, quelqu'un qui est établi ici, il peut vouloir payer des cotisations au Mali pour assurer ses arrières, assurer une couverture sociale et pour lui et pour sa famille. Nous sommes très heureux de recevoir la délégation malienne. Nous avons exprimé nos besoins, notamment les difficultés que nous rencontrons pour obtenir nos documents administratifs. En ce qui concerne l'INPS, nous allons prendre connaissance du contenu du guide, de l'assuré volontaire, et nous verrons à l'avenir ce que nous pouvons faire ensemble.
La rencontre s'est achevée par la remise de cadeaux symboliques à la délégation malienne ainsi qu'au bureau du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur en Zambie. Retour au Mali, voyons ensemble la cérémonie d'inauguration en 3e région de 10 nouveaux dispositifs d'eau potable. Un geste du président de la transition dans le cadre de ses œuvres sociales. Compte rendu, Moussokoro Sérémé, Ali Sanogo, Suleiman Bamba. L'eau, source de vie, est aujourd'hui facteur de dignité. Ce sont 10 nouveaux forages inaugurés ce 28 août dans les cercles de Kignan, Kadiolo, Luluni et la ville de Sikasso, dans le cadre des œuvres sociales du président de la transition. Première étape, le secteur de Chatabougou dans le quartier de Amdalaï, où les bénéficiaires accueillent avec enthousiasme la fin des longs calvaires. Le geste présidentiel dans la ville de Sikasso concerne également les habitants du quartier de Kabouila 1, le groupe scolaire Mission catholique et la morgue de l'hôpital de Sikasso. Ces 4 forages nous permettront vraiment d'atteindre l'objectif qui n'était d'autre que fournir de l'eau saine à la population de Sikasso. Une épine de moins pour la commune urbaine de Sikasso. Il faut mettre un comité de gestion autour de ces points d'eau et que la population ne s'en sert pas gratuitement, qu'il y ait au moins un petit sou à côté et en cas de panne pour qu'on puisse faire face à la réparation. Ces ouvrages viennent ainsi compléter à 42 le nombre d'addictions d'eau réalisées dans la région de Sikasso. L'inauguration de ces forages témoigne de la volonté des autorités de la transition de bâtir un Mali résilient, solidaire et prospère, où chaque citoyen, où qu'il se trouve, bénéficie d'un accès équitable aux services sociaux de base. Cette cérémonie d'inauguration s'est achevée dans une ambiance empreinte de reconnaissance et de gratitude des populations. La remise de Chiwara à la chef de l'exécutif régional et au président de la transition par l'association des femmes catholiques de Sikasso. Solidarité toujours. Le ministre commissaire à la sécurité alimentaire déclenche le processus d'assistance pendant la période de soudure au bénéfice des populations vulnérables des régions de Mopti, Douanzan et Bajangara. Redouane Ag Mohamed Ali a remis gratuitement à chacune des régions bénéficiaires une quantité importante de vivres. Cette opération s'inscrit dans le cadre du plan national de réponse à l'insécurité alimentaire. Boubacar Sankaré, Suleiman Tepsouké, correspondance. 4863 tonnes de vivres mobilisées pour assister 25 800 ménages vulnérables des régions de Mopti, Banyangara et Douanza. Le ministre commissaire à la sécurité alimentaire a mis à la disposition des gouverneurs des régions bénéficiaires leurs dotations. Cette opération fait suite au lancement par le président de la transition du plan national de réponse à l'insécurité alimentaire édition 2025. Il s'agit d'une assistance ponctuelle sur la période de soudure qui surtout doit aider en tout cas les producteurs à aller sur les champs pour cultiver sereinement et produire par eux-mêmes. Les gouverneurs des régions sont pleinement responsabilisés pour suivre la mise en œuvre de ce processus-là dans la transparence et de façon à ce que les aides parviennent effectivement aux personnes auxquelles elles sont destinées. Et je voulais aussi, à l'endroit des populations elles-mêmes et donc des commissions locales de distribution, dire que cette aide doit cibler effectivement ceux qui en ont le plus besoin. Les gouverneurs qui vont ordonner la distribution de ces vivres sur le terrain se réjouissent de cet élan de solidarité des plus hautes autorités du pays à l'endroit des populations vulnérables. J'avoue que cette dotation vient à point nommé dans la mesure où nous sommes en période de soudure. Et pour qui connaît la région de Douanza, en plus des inondations qui ont détruit les habitations, qui ont détruit aussi plusieurs hectares de champs, il y a eu aussi l'invasion des oiseaux granivores, toutes choses qui font que la région de Douanza, les récoltes ont été très mauvaises. La région de Mopti s'est appréciée
la générosité et aussi l'engagement sans faille et constant du président de la transition pour réduire l'impact de la période de soudure sur les populations. Au nom du gouverneur de la région de Bayangara, nous remercions le président Assimi Goïta, nous remercions la sécurité alimentaire, tous les membres du gouvernement pour vraiment avoir pensé à Bayangara. En plus des régions bénéficiaires, les victimes et blessés des guerres ont aussi bénéficié des vivres. La cérémonie a pris fin par la visite des magasins de l'OPAM à Sévaré. Remise d'un important lot de matériel et d'équipements aux organisations fêtières, membres du cadre de dialogue public-privé du Conseil régional et secteur privé de la région de Koulikoro. Ces équipements et matériels sont entièrement financés par Padre 3 GIZ. Ousmane Koïta, Salif Maïga, compte rendu. Des matériels de coupe et couture et de broderie, des kits de transformation agroalimentaire, des unités de fabrique de grillage métallique, des matériels pour la transformation et la conservation du lait, des batteuses multifonctionnelles, des outils modernes d'exploitation des sables et des graviers. Bref, des matériels de micro-d'investissement qui viennent d'être remis aux organisations fêtières membres du cadre de dialogue public-privé, conseil régional et le secteur privé de la région de Koulikoro. Cette donation est le fruit du partenariat fécond entre le conseil régional de Koulikoro et le Padre 3 CIZ avec l'appui technique de CA17 ARP. Le conseil régional de Koulikoro, dans notre plan d'action, on est prévu d'appuyer à ce secteur privé et aujourd'hui on vient de le faire. Tout le monde est content, vous-même vous le voyez. Aujourd'hui nous sommes vraiment contentes, surtout les femmes, d'avoir au moins un minimum de matériel pour notre travail. Le travail de transformation ne peut pas se faire sans les équipements modernes. Ces équipements et matériels ainsi remis sont financés à plus de 37 millions de francs CFA par le Padre 3 CIZ à travers le CA17 ARP. Ce n'est pas du matériel qui doit dormir dans les maisons, ce n'est pas du matériel qui doit être vendu, mais c'est du matériel qui doit contribuer au développement de la région de Koulikoro. Et nous, partenaires techniques et financiers, ce que nous souhaitons, c'est que vraiment ce matériel soit utilisé à bon escient dans l'intérêt unique du développement de la région de Koulikoro, disons du développement de la République du Mali. Soyez les pionniers de l'innovation et du progrès de notre secteur respectif. Ensemble, nous avons le pouvoir d'élever Koulikoro au rang des régions les plus dynamiques et prospères du pays. La visite des équipements et la remise symbolique de quelques kits ont constitué également des temps forts de cette cérémonie. Le Conservatoire des arts et métiers multimédia Balafaseke Kouyaté a tenu la 33e session de son conseil d'administration. Elle était essentiellement consacrée à la revue à mi-parcours des activités menées et l'adoption du nouveau budget. Reportage Ibrahim Kaoukonate, Djelimaranjabati. Le Conservatoire des arts et métiers multimédia Balafaseke Kouyaté est un établissement d'enseignement supérieur qui a pour mission d'assurer la formation des artistes créateurs et des cadres supérieurs. Le budget du Conservatoire 2025, n'est-ce pas, arrêté en recettes et en dépenses est de 890 millions. Nous essayons, malgré les difficultés, effectivement, parce que c'est des coupures souvent, n'est-ce pas, budgétaires, mais malgré tout ça, le Conservatoire quand même arrive à joindre les deux bouts avec le peu de moyens que nous avons. C'est ça aussi le rôle de l'artiste, c'est ça aussi le rôle d'une école d'art comme le Conservatoire, et avec le peu, on arrive à faire des choses grandioses. Deux activités ont marqué l'année en cours, à savoir la soutenance collective de ses étudiants et la participation du Conservatoire des arts et métiers Balafaseke Kouyaté à la cérémonie de remise de la Charte nationale de la paix et de la réconciliation nationale. Au regard de ces résultats, on peut affirmer sans embâche que le Conservatoire des arts et métiers multimédia Balafaseke Kouyaté est sans aucun doute un haut lieu pour l'éclosion des jeunes talents, la formation des acteurs et professionnels de la culture et surtout la matérialisation du génie culturel pluriel qui fait la beauté de notre pays. Le Conservatoire forme des artistes créateurs dans le domaine des arts plastiques, du multimédia, de la danse, de la musique, du théâtre, du design et en gestion d'entreprises culturelles et artistiques.
Une délégation conduite par la présidente de l'Union des épouses des corps habillés du Burkina Faso rencontre les épouses des FDS du Niger. Il s'agissait d'avoir des échanges fructueux en prélude au premier forum des épouses des FDS prévu en fin septembre à Ouagadougou. Nadia Mahaman, Philippe Chao pour le compte-rendu. Au niveau de la garde nationale du Niger, les épouses des forces de défense et de sécurité de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel ont eu droit à une brève présentation de ce corps. Pour la petite histoire, elle est la première force de sécurité du Niger créée en 1898 au temps de l'AOF. De sa création à nos jours, cette entité des forces de défense et de sécurité a connu plusieurs dénominations. Exactement 9 dans l'actuel, le corps de la garde nationale du Niger, GNN, depuis 2010. L'objectif général du forum est de renforcer les capacités de résilience des épouses des corps habillés de l'espace AES en vue de contribuer à la réussite des missions de nos conjoints FDS déployés sur le théâtre des opérations à fort défi sécuritaire et humanitaire récurrent. La première recommandation, c'est d'avoir vraiment à la sortie de ce forum un guide qui peut être enseigné soit aux épouses ou même pourquoi pas dans les centres, parce que dans nos centres, généralement, il y a des personnels féminins qu'on peut former pour que quand elles sont dans leurs unités, elles peuvent former les autres épouses des FDS. La coordinatrice des épouses des FDS du Niger, Madame Salifou Safiatou, a assuré ses sœurs du Burkina Faso de l'engagement des Nigériennes à œuvrer pour le succès de la première édition du Forum des épouses des FDS prévu se tenir à Ouagadougou, au Burkina Faso, en septembre 2025. Signature d'un accord de coopération en matière d'investissement entre le gouvernement du Burkina Faso et l'autorité d'investissement du Sultanat d'Oman. Des précisions avec Saïd Bassouri. Le Sultanat d'Oman dans une dynamique de coopération avec le Burkina Faso. Un engagement matérialisé ici par cette signature de convention entre les deux parties et qui se veut désormais un pas décisif pour le rayonnement de l'amitié entre les deux pays. J'aimerais inviter les deux parties à certifier la concrétisation de ce que nous venons de signer ce soir tout de suite. Et j'invite les deux parties à travailler mutuellement pour la mise en œuvre de ces différents accords que nous avons signés dans plusieurs secteurs. Pour le chef de la diplomatie burkinabé, les secteurs d'investissement identifiés par le Fonds souverain du Sultanat d'Oman constituent des domaines prioritaires pour les autorités du pays des hommes intègres. Les secteurs de coopération consignés dans ce document cadre et qui portent sur l'agriculture, sur l'énergie, sur les mines et sur bien d'autres secteurs qui rentrent dans les lignes prioritaires des politiques publiques de développement du Burkina Faso, témoignent donc de la convergence de vues entre les responsables au plus haut niveau, au Burkina ici et au Sultanat d'Oman, de construire une coopération mutuellement bénéfique pour nos deux nations. Troisième plus grand pays de la péninsule arabique, le Sultanat d'Oman a d'énormes potentialités en matière de ressources naturelles et surtout sa position géographique qui lui confère une place stratégique pour le commerce. À présent, cette cérémonie des signatures de déclaration publique, 6 villages de Nyoro s'engagent à abandonner les pratiques de mutilation génitale féminine et les mariages précoces. Un partenariat APDF-UNICEF. Moussa Diakité nous en dit plus. Malgré les efforts consentis par les organisations et associations de défense des droits des femmes et des enfants, les taux de prévalence des mutilations génitales féminines et des mariages d'enfants restent élevés dans certaines localités du Mali, y compris la région de Nyoro. L'enquête nationale démographique et de santé du Mali
en 2018 indique que 14,3% des adolescentes de 15 à 19 ans étaient mariées ou en union avant 15 ans. Après 4 ans d'intenses activités d'information et de sensibilisation menées par l'Association pour le progrès et la défense des droits des femmes APDF et son partenaire technique et financier UNICEF, 6 communautés villageoises des communes de Yéréré et de Guitima dans les cercles de Nioro s'engagent à abandonner les pratiques à travers la signature d'une déclaration publique d'abandon. C'est la concrétisation d'un engagement profond et collectif. C'est la preuve que lorsque nous nous unissons, nous pouvons changer le cours des choses. Les pratiques qui ne sont pas en mesure d'améliorer le quotidien et d'accroître notre épanouissement ne méritent pas d'être conservées. Cette journée salvatrice cadre parfaitement avec les orientations politiques du gouvernement de la République du Mali en mettant la femme, l'enfant et la famille au cœur de ses préoccupations. Un sketch sur les conséquences fâcheuses des violences faites aux femmes et la remise d'une quantité importante de kits de saponification au groupement des femmes des localités concernées ont mis fin à cette journée de signature de convention en Nioro. Et cette proposition de lecture pour vous, chers téléspectateurs, les erreurs de la France au Mali. Son auteur, Bala Traoré, ancien président de la délégation spéciale de la mairie du district de Bamako. L'officier supérieur de police en langue de bois met à nu les complots de la France contre le Mali. Et c'est pourquoi, sur la couverture du livre, il est écrit, je cite, « Au secours, les colons reviennent. Attention, ils portent des masques. » Fin de citation. Le public est invité à participer à la cérémonie de présentation du livre « Les erreurs de la France au Mali » demain samedi 30 août à partir de 9h et ça sera à la Maison de la Presse. Sport football, les Aigles du Mali affrontent les Comores et le Ghana respectivement le 4 et le 8 septembre prochain. C'est là au compte des 7e et 8e journées des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. En prélude à ces deux rencontres, le sélectionneur national a publié sur les plateformes de la FEMAFoot la liste des Aigles retenus. Tom Saint-Fit a fait appel à 25 joueurs dont un nouveau parmi eux, Aridou Matina. En lieu et place de la conférence de presse, finalement, c'est sur les plateformes de la Fédération malienne de football que le sélectionneur national a publié la liste des aigles retenus pour les rencontres du 4 et du 8 septembre, respectivement au Maroc contre les Comores et à Accra face aux Black Stars du Ghana. Dans cette liste, Tom Saint-Fit a convoqué 25 joueurs, 3 gardiens de but avec en tête l'inusable Djigui Diarra des Young Africans de la Tanzanie. En défense, nous avons 9 éléments, dont un nouveau visage, Ousmane Kamara de SCO d'Angers, Ligue 1 française, qui va porter pour la première fois les couleurs nationales. S'agissant des autres défenseurs, ils ont déjà découvert l'équipe nationale. Il s'agit entre autres de Sekou Niakate, Mamadou Fofana Nojo, Moussa Diarra Alaves en Espagne, Amadou Dante Arouka Portugal et Salim Diakité Modène Italie. Comme milieu de terrain, Tom a jeté son dévolu sur 6 joueurs. On note la présence de certains cadres, Lassine Koulibaly de Lecce, Italie, Mohamed Kamara Al-Saad, Alou Dieng à la Ligue d'Égypte, vice-capitaine des Aigles, Kamorou Doumbia de Brest, Ligue 1 française, et 2 jeunes talentueux qui ont intégré l'équipe nationale il n'y a pas longtemps, à savoir Mamadou Sangaré, dit gaucher du Racing Club de Lens, et Mamadou Doumbia de Royal Antwerp en Belgique. Les attaquants qui sont au nombre de 7 connaissent déjà la sélection nationale, même si certains font leur retour, à savoir Moussa Silla de Schalke 04 Allemagne, et l'avant-centre Lassine Sinayogo en grande forme en ce début de saison en France avec son club, la J Auxerre. Sans oublier Néné Dorgeles qui vient de déposer ses valises à Fenerbahçe en Turquie, Mamadou Kamara de Laval, Mustafa Sangari de l'FC Sofia en Bulgarie et Gaussou Diarra récemment transféré à Feyenoord Rotterdam des Pays-Bas. Dans la liste du sélectionneur pour ces 2 rencontres cruciales, au compte des 7e et 8e journées des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, on note l'absence de certains cadres, à commencer par le capitaine Yves Bissouma de Tottenham, Amari Traoré de la Real Sociedad en Espagne, Amadou Aïdara Doudou de Leipzig,
Adama Traoré Malouda de Guiemberligui en Turquie, en passant par El Bilal Touré, récemment transféré à Besiktas en Turquie. Les Aigles reçoivent le jeudi 4 septembre les Comores au stade municipal de Berkane avant de se déplacer pour aller affronter à Accra les Black Stars du Ghana le 8 septembre. En tout cas, les deux matchs sont importants pour les Aigles qui doivent engranger le maximum de points en vue d'entrevoir avec optimisme les 2 journées restantes des éliminatoires. Après 6 journées dans le groupe I, le Mali occupe la 4e place avec 9 points. Derrière Madagascar 10 points, les Comores 2e avec 12 points et le Ghana premier avec 15 unités. La Supercoupe générale d'armée Assimi Goïta, ce n'est pas seulement sur le gazon, c'est aussi des visites guidées dans les lieux culturels de notre pays. Téné jeudi dernier, c'est le Musée national du Mali qui accueillait les délégations de cette 5e édition. Une opportunité précieuse pour les athlètes et les responsables sportifs d'accroître leur compréhension des racines culturelles du pays, surtout quand on sait que 2025 est déclarée année de la culture au Mali. Famourou Djourté et Adama Traoré étaient également de la visite, suivant leur compte rendu. Les délégations de la 5e édition de la Supercoupe de football du général d'armée Assimi Goïta ont eu l'opportunité d'explorer le musée national du Mali. Cette initiative de la Commission nationale d'organisation vise à faire découvrir aux autres d'importants lieux culturels et historiques du pays. Appelé musée soudanais en 1953, puis musée national du Mali vers 1961, après l'indépendance, cet endroit est un emblème du patrimoine malien. Sa collection comprend des artefacts précieux, des objets traditionnels et des vestiges d'une époque révolue illustrant la diversité des cultures maliennes. Chaque pièce raconte une histoire. Les Télèmes, c'est une population de petite taille qui a précédé les Dogons au centre du Mali. Maintenant, quand les Dogons sont arrivés, à partir du XIVe siècle, elles aussi ont hérité le savoir-faire des Télèmes. Mais Halib Télèmou, parce que du coup, Mali, là, Yoro, vers la frontière burkinabé, Télèmou dobe au Yoro la Halib. Construit par l'empereur lui-même Ashka Mohamed en 1495. Il s'est inspiré des pyramides de l'Égypte lors de son passage pour le pèlerinage à la Mecque. Au cœur du musée, les visiteurs ont pu apprécier des artefacts qui illustrent les traditions, les croyances et le savoir-faire des différentes ethnies qui composent le Mali. C'était une occasion pour les délégations de comprendre les racines culturelles du pays et d'apprécier l'artisanat local essentiel à l'identité malienne. On nous apprend ici ce que c'est que le Mali, nos coutumes, nos us, à travers nos tissus, à travers nos sculptures, à travers nos arts. Vous voyez, c'est tellement que les décors sont jolis que vraiment c'est un sentiment de satisfaction, c'est un sentiment de joie. En valorisant le patrimoine culturel dans un cadre sportif, c'est encourager la coopération entre les institutions sportives et culturelles. Cette synergie est essentielle pour permettre aux athlètes de se connecter avec les valeurs et l'histoire du pays qu'ils représentent sur le terrain. Les musées nous montrent que le Mali est un pays millénaire, est un pays très ancien qui existe depuis l'âge des pierres et que chaque société, chaque ethnie au Mali avait une culture, une façon de faire, une manière de célébrer la vie, célébrer la mort, une manière de vivre, des croyances qui existent et qui existaient au Mali. Donc c'est l'occasion pour toutes les délégations de s'imprégner de leur culture, de la culture des autres aussi. Le sport et la culture sont deux ailes d'un même oiseau et ensemble ils permettent à notre pays de s'envoler vers de nouveaux horizons. Les participants ont quitté le musée avec une meilleure compréhension de la diversité culturelle du Mali, enrichie par des perspectives sur l'art et l'histoire du pays. Et vous venez de le dire, l'histoire du pays. Nous sommes presque à la fin de ce journal. Dans nos programmes également, ce soir à partir de 22h30 sur ORTM1, votre émission d'Ambekene vous plonge au cœur de l'histoire du Kasso. Le thème de ce mois d'août porte sur le royaume de Médine à Kaïa, la continuité du combat pour la souveraineté. Depuis le fort de Médine, Tamsir Djabaté et ses invités lèvent le voile sur un pan majeur de notre mémoire collective. Une immersion puissante dans le Kasso, entre héritage, fierté et lutte historique. Un numéro exceptionnel tourné sur les lieux mêmes de la résistance. Soyez donc au rendez-vous ce soir à 22h30 et ça se passe bien sûr sur ORTM1. Le monde de la communication est en deuil, singulièrement l'ERTM. On vient de l'apprendre à l'instant, le décès de Madame Massiré Yatassay, ancienne journaliste présentatrice à l'ERTM. Elle a été également
chargé de mission au cabinet de l'ex-première dame Touré Lobo Traoré. Ces obsèques feront l'objet d'un communiqué ultérieur. Que son âme repose en paix. Amen. Un grand merci donc à nos téléspectateurs de Kaboïla 1, le secteur de Chatabougou, c'est à Sikasso. À demain, 20h, je l'espère. Bonsoir à tous et bon week-end. Nous laissons derrière nous tout ce que nous avons de plus cher. Enfants,